Comme nous avons déjà expliqué dans d'autres documentaires, la matière et l'énergie sont créées à partir du mouvement. Un mouvement ponctuel et en forme de sphère, qui donne lieu à ce que nous dénommons de nos jours, comme quantum d'énergie. C'est la particule élémentaire, à partir de laquelle on crée tout, ce qui existe à l'intérieur de notre univers, depuis le plus petit, jusqu'au plus grand. Tout, absolument tout ce qui existe, dépend des qualités de la dite particule. C'est l'élément basique, sans lequel rien n'existerait. Eh bien, si nous avons développé l'idée d'un univers qui existe, grâce au mouvement, ici nous expliquerons comment c'est exactement le dit mouvement. Nous expliquerons comment, étant uniquement basé sur la géométrie dynamique, on a pu créer un objet avec des qualités physiques, à partir duquel construire tout un univers. Mais cela n'est pas tout, puisque dès que nous savons quelles sont les clés du dit mouvement, nous pourrons dessiner et fabriquer un objet que quand l'on applique les caractéristiques dynamiques de la particule élémentaire, acquérera les qualités de celle-ci. C'est-à-dire qui créera un champ de force autour de celui-ci, avec une fréquence, avec une longueur d'onde, et avec toutes les autres qualités, qui caractérisent dite particule. Mais pour arriver à comprendre les clés du dit mouvement, la première chose que nous devons faire, est de comprendre quelles sont les qualités fondamentales, qui caractérisent les objets qui sont régis par la géométrie dynamique. En commençant par le quantum d'énergie, en continuant par les nucléons, les atomes, les planètes, les étoiles, les trous noirs, les galaxies, et en finissant par le propre univers. Parce que tous ces objets basent son fonctionnement et son existence, unique et exclusivement dans le mouvement, et en même temps, nous connaîtrons comment ils se rattachent une qualité avec les autres. Autrement dit, comment ils augmentent ou diminuent leur valeur en proportion, lorsque nous augmentons ou diminuons la valeur de quelqu'une des qualités, qui caractérisent audit objet. Ce sont les qualités principales les plus caractéristiques des objets dynamiques. Fréquence. Cette théorie que nous développons ici, est une théorie dynamique. Une théorie qui explique comment, à partir uniquement du mouvement, on a pu générer l'existence. En entendant par existence, tout ce que l'être humain considère comme réel, c'est-à-dire la réalité. Le dit mouvement génère une sphère. Or, une sphère qui tourne sur elle-même, génère une fréquence, en étant cette fréquence, la première et la plus importante de les qualités qui caractérisent aux objets dynamiques. Étant donné qu'il est à partir d'elle, que toutes les autres qualités sont générées. Mais qu'est-ce qui est la fréquence? La fréquence est la quantité de tours, qui réalise un objet sur lui-même, dans un laps de temps donné, habituellement mesuré en tours, ou cycles par seconde ou par minute. Si nous augmentons la quantité de tours, qui réalise un objet sur lui-même, par unité du temps, nous augmenterons sa fréquence, et à l'inverse. Si nous diminuons la dite quantité de tours, nous diminuerons sa fréquence. Cependant, non tous les objets doivent tourner à la même fréquence, pour générer un champ de force, mais dépendent de sa taille. De façon à ce que ce sont les plus petits objets, ceux qui doivent tourner plus vite, sur eux-mêmes afin de créer un champ de force autour d'eux, et vice-versa. C'est-à-dire, que les petits objets, comme les atomes, génèrent de hautes fréquences, et de grands objets, comme les planètes et les étoiles, génèrent de plus basses fréquences. Or, la fréquence que les objets dynamiques produisent génère deux types d'effets différents autour d'eux. D'un côté, génère une onde de dépression, une onde mécanique qui déforme l'espace qui les entoure, et qui a la capacité d'attirer à d'autres objets de son autour. Cette onde de dépression, c'est ce qui génère le caractéristique champ de force, d'objets comme les quantums d'énergie, les nucléons, les atomes, les planètes, les étoiles ou les galaxies. Et par l'autre, génère une onde de pression, sous forme de radiation électromagnétique, dont la tâche principale est de transporter l'information qui contient le dit objet, comme sa température, sa couleur, sa luminosité, sa composition ou sa vitesse. Vibration. Un objet qui se soumet aux lois de la géométrie dynamique, est comme une toupie, qui tourne sur elle-même, et dont l'équilibre dépend de sa vitesse de rotation, ou dit autrement, de sa fréquence.
Quand une toupie se lance, automatiquement se produit quelque chose, comme une lutte entre les forces qui ont été générées dans la toupie, en tournant rapidement sur elle-même, et les forces qui l'entourent. Les forces qui entourent la toupie ont tendance à la laisser au repos, à l'égard du système inertiel dans lequel elle se trouve. Que dans ce cas, sera compris par la gravité terrestre, et par son atmosphère. La gravité terrestre exercera une force sur la toupie, qui l'obligera à rester collée au sol, ou à la surface où elle est lancée, et d'un autre côté, l'atmosphère, qui se comportera à la manière du frein dynamique, de façon à ce qu'il freinera constamment la vitesse de la toupie, au moyen du frottement avec l'air. Toutefois, en tournant rapidement sur elle-même, la toupie crée, ou dit autrement, acquiert sa propre inertie, en réussissant à vaincre l'inertie du système qui l'entoure. Mais au contraire que les objets, qui sont régis par la géométrie dynamique, une toupie ne possède pas son propre mouvement. Le mouvement de la toupie est appliqué d'une forme externe, c'est un mouvement étranger à elle. Au moment de lancer la toupie, les forces générées dans la même, l'équilibre à l'égard d'elle-même, et aux forces qui l'entourent. Mais peu à peu, les forces de la toupie diminuent, donc l'équilibre de la même disparaît, à la fois que sa propre inertie. La toupie commencera à hocher la tête, d'abord de façon légère, mais tout de suite les dits hochements deviendront de plus en plus intenses, et commencera à faire des embardées d'un côté et de l'autre, jusqu'à ce qu'il roule par le sol, et s'arrête complètement. Ce mouvement de hochement de tête, c'est ce que nous dénommerons comme vibration, dont l'amplitude dépendra directement de la fréquence. Et aussi comme dans le cas de la longueur d'onde, à plus haute fréquence, moindre vibration, et au contraire, à moindre fréquence, plus grande vibration. Longueur d'onde. Chaque tour qui réalise un objet sur lui-même, émet une onde autour de lui qui s'éloigne de celui-ci à la vitesse de la lumière. Après avoir réalisé un nouveau tour, une nouvelle onde se produit, et ainsi de suite. L'émission d'ondes successives crée autour de l'objet un champ de force, dont l'amplitude est directement liée à la fréquence à laquelle il tourne. Étant donné que l'onde s'éloigne de l'objet, à une vitesse déterminée, nous pouvons observer qu'à une plus grande fréquence, la distance qui parcourt une onde, depuis qu'elle est émise jusqu'à ce que la nouvelle onde se produise, est moindre, et vice-versa, à une moindre fréquence, plus grand est la distance qui parcourt une onde en s'éloignant de l'objet, avant qu'une nouvelle ne se produise. La distance parcourue par une onde depuis le moment où elle est émise, jusqu'à ce qu'une nouvelle soit émise, est dénommée comme longueur d'onde. Par conséquent, à une plus grande fréquence, mineure est la longueur d'onde, et au contraire, à une moindre fréquence, plus grande est la longueur d'onde. Cette qualité est très importante, puisque détermine la portée du champ de force d'objets gravitationnels ainsi que des particules. Force d'attraction. Tout objet qui tourne sur lui-même, crée autour de lui un courant de force, qu'attire vers lui à tout objet, qui se trouve à l'intérieur de son rayon d'action. À son tour, la dite force sera directement rattachée aux suivantes qualités fondamentales, comme la longueur d'onde, la fréquence, et l'intensité du champ de force, qui sera traité plus tard. Comme nous avons vu antérieurement, la portée de cette force vient définie par la longueur d'onde, et celle-ci par la fréquence, de façon à ce qu'à une plus grande fréquence, mineure sera la portée de la dite force, et vice-versa. À son tour, sa force proprement dite, dépendra directement de la fréquence de l'objet en question, étant donné que c'est le propre mouvement de rotation, celui qui la crée. De façon à ce qu'à une plus grande fréquence, plus forte sera la force générée. Un exemple, imaginez-vous un objet sphérique qui tourne sur lui-même, à une vitesse de 10 tours par seconde. Chaque tour qui réalise cet objet sur lui-même, va générer une onde de force, capable d'attirer un autre objet, qui se trouve à l'intérieur de son rayon d'action. Comme notre objet tourne sur lui-même à une vitesse de 10 tours par seconde, la force générée se multipliera par 10. Si maintenant nous multiplions sa vitesse par 100, la dite force se sera également multipliée par 100. Parce que nous aurons considérablement augmenté sa force d'attraction. Or, comme les plus petits objets, ce sont ceux qui génèrent les plus hautes fréquences, nous pouvons observer qui sont ceux-ci, ceux qui attirent avec plus de force les objets de son autour, contrairement à des autres qui peuvent générer de plus basses fréquences, et les différences sont abyssales. Par exemple,
Nous allons comparer la force d'attraction générée par une planète, et la générée par un atome. Si nous lui donnons une valeur d'1 à la force d'attraction générée par une planète, la force générée par un atome, nous devrions la multiplier par 10 élevé à 37, ou ce qui est le même, un 1, suivi de 37 zéros. La force d'attraction d'un objet joue avec deux facteurs fondamentaux: la fréquence et l'intensité du champ de force. De façon à ce que si nous voulons varier la force qui génère un objet autour de lui, nous puissions le faire en variant les valeurs de ces deux facteurs, avec ce que nous modifierons, la portée et la force du champ d'attraction généré par le dit objet. La forme de varier ces facteurs ce sont les suivantes. Pour varier la fréquence d'un objet, simplement on augmente ou on diminue cette fréquence. Mais varier son intensité est quelque chose de plus coûteux, puisque l'intensité du champ de force, seule peut être variée en augmentant ou en diminuant sa masse. Donc, si nous voulons augmenter l'intensité d'un champ de force, nous devrons augmenter sa masse. Les règles de fonctionnement sont bien simples: à une moindre masse, plus grande doit être la fréquence d'un objet, pour qu'il puisse créer un champ de force, et vice-versa, à une plus grande masse, mineure doit être la fréquence de l'objet, pour générer un champ de force. Qui est précisément ce qui arrive avec les planètes, les étoiles, et les galaxies, qui n'ont pas besoin de tourner rapidement sur eux-mêmes, pour créer un champ de force autour d'eux. Contrairement à des atomes et des particules subatomiques. Température. Nous pouvons définir la température comme la mesure de l'énergie dynamique qui possède les systèmes composés d'atomes, soit déjà à l'état solide, liquide ou gazeux. C'est-à-dire que quand nous mesurons la température d'un objet, ce que nous faisons en réalité est de mesurer la quantité de mouvement vibratoire que possèdent les molécules qui le composent. En étant la chaleur, une forme de vibration qui se produit dans les particules qui composent la matière, de façon à ce qu'à une plus grande chaleur, plus grande est la quantité de mouvement vibratoire, et par conséquent, plus grand est la température acquise par les dites particules, et vice-versa. Or, comme la vibration des particules qui composent un objet est relative à la fréquence de les mêmes, nous pouvons dire aussi que la température du dit objet diminuera à mesure que nous augmentons la dite fréquence, et au contraire, sa température augmentera à mesure que nous diminuons cette fréquence. Mais nous devons faire une remarque à ce propos. Tant le concept de la chaleur, comme de la température, ce sont des concepts qui sont intimement liés au concept de la matière, c'est-à-dire, s'il n'y a pas de matière, le concept de la chaleur et de la température cesse d'exister, disparaît complètement. Pour qu'il existe de la chaleur, doit nécessairement d'exister un élément, capable de l'absorber et de le stocker, quelque chose comme un réservoir thermique. Mais en plus de le stocker, le dit dépôt doit avoir la capacité de réémettre la chaleur absorbée. En étant la matière, l'élément unique de l'univers qui a la capacité d'absorber, de stocker, et de réémettre la chaleur absorbée. L'énergie n'a pas cette capacité. L'énergie est le véhicule qui transporte, ou transmet l'information sur la chaleur, depuis un lieu à l'autre, et d'un objet à l'autre. Parce que l'énergie ne peut pas se chauffer, ni évidemment, stocker de la chaleur. C'est-à-dire, que quand nous touchons un objet, ou nous mesurons sa température au moyen d'un thermomètre, ce que nous sentons ou détectons, est l'énergie qui émet le dit objet, qui nous transmet l'information sur la quantité de chaleur, qu'il a stockée dans le même. Densité. La densité est la relation entre la masse et le volume d'un corps, et vient définie par le type de particules qui le composent, par sa chaleur spécifique, par sa structure moléculaire, ainsi que par l'énergie vibratoire, que les dites particules ont acquise. C'est-à-dire, supposons un objet, comme un bloc de métal. Sa densité ne dépendra pas de sa taille, mais elle dépendra des caractéristiques que nous avons mentionnées ci-dessus. Ce n'est pas le même parler d'un bloc fait d'acier, que de l'autre fait en cuivre, ou de l'autre qui pouvait être fait d'aluminium. De façon à ce que la masse atomique, la structure moléculaire, ainsi que la chaleur spécifique, diffèrent d'un type de matériel à l'autre. Si nous ajoutons à cela l'énergie vibratoire, que ces particules composantes ont pu acquérir, après les avoir chauffées à une température donnée, nous obtiendrons comme résultat final, la densité pour chacun de différents matériels. Or,
la densité d'un objet peut varier en relation avec sa température, de façon à ce que si nous augmentons la température de lui-même, l'énergie vibratoire de ces particules augmentera, de façon à ce qu'augmentera l'espace qui occupe chacune d'elles, et pour cela, il augmentera l'espace qui occupe l'objet dans son ensemble. Cela arrive parce que plus une particule vibre, plus grand il est l'espace qu'elle occupe. Nous pouvons observer que bien que nous ayons augmenté l'espace qui occupait un objet au moyen de la température, sa masse et le nombre de particules qui le composaient, il est resté constant. C'est-à-dire qu'il existe maintenant moins de particules, par quantité d'espace déterminé, parce que sa densité diminue, et vice-versa, si nous diminuons la température de l'ensemble, l'énergie vibratoire de ces particules composantes diminue, ce qui fait que la quantité de particules qui entrent dans un espace déterminé augmente, et par conséquent sa densité augmente. Maintenant que la densité d'un objet est relative à la température, à son tour, la température est relative à la vibration, et finalement, la vibration est relative à la fréquence, de façon à ce qu'à une plus grande fréquence, plus grande elle est sa densité, et au contraire, à une moindre fréquence, plus petite est sa densité. Il existe quelque chose aussi, dont nous parlerons plus tard, et que nous dénommerons comme densité spatio-temporelle, qui est la relation existante entre la vitesse d'un objet et sa densité. Volume. À la différence de ce qui arrivait avec la densité, le volume est lié à la taille, ou l'espace qui occupe un objet. Étant donné que le concept de volume est défini comme la quantité d'espace occupé par un corps, ou un objet. Cependant, le volume d'un objet peut varier, aussi comme il arrivait avec la densité, au moyen de la température. Pouvant être observé également, que la vibration des particules qui composent le dit objet, affecte aussi à son volume. De façon à ce qu'à une plus grande température, un plus grand volume. Et au contraire, à une moindre température, plus petit est son volume. Juste l'opposé qui arrivait avec la densité. C'est-à-dire, que le volume d'un objet est proportionnel à sa température. Cependant, le volume est inversement proportionnel à la fréquence de ses particules composantes. Puisqu'à une plus grande fréquence, plus petit est son volume. Et au contraire, à une moindre fréquence, plus grand il est son volume. Un concept à tenir en compte est le volume spatio-temporel d'un objet, qui est la relation existante entre la vitesse à laquelle un objet se déplace et la fréquence de ses particules composantes. Pour le moment suffit de savoir que la fréquence des particules composantes d'un objet varie avec la vitesse de translation du dit objet. De façon à ce qu'à une plus grande vitesse, plus petit est cette fréquence, et vice-versa. Tout de suite nous entrerons dans les détails sur ce sujet intéressant. Intensité du champ de force. Tout objet qui tourne sur lui-même génère un champ de force autour de lui. Cela est valable pour n'importe quel type d'objet, ce soit naturel ou artificiel. Plus tard nous verrons l'importance de ce fait. En commençant par les quantums d'énergie, en continuant par les particules subatomiques, en suivant par les atomes, et en finissant par les objets gravitationnels, tout se crée des champs de force autour d'eux. Mais à quoi servent ces champs de force? Eh bien, nous pourrions dire que sa mission principale c'est de créer des structures. Et c'est incroyable, parce qu'à partir des particules qui n'ont pas de taille définie, c'est-à-dire, des particules dont nous pourrions dire sans crainte de nous tromper, que ce sont des particules virtuelles, comme ils sont, les quantas d'énergie, il est possible d'arriver à créer des structures de la taille d'une planète, ou une étoile. Mais la tâche principale des dites structures, n'est pas de générer des planètes ou des étoiles, mais de générer réalité. Ne crée pas la réalité, ce n'est pas le même, puisque la réalité, c'est quelque chose de très subjectif, de très relatif. C'est comme un édifice, la réalité est l'édifice en soi, et ce qui le soutient, est la structure qui a été générée, grâce au champ de force, produit par toutes les particules qui forment la dite structure. C'est-à-dire que notre réalité, est soutenue par une structure, générée à partir des particules virtuelles, qui créent des champs de force. La dite structure, c'est ce que nous dénommerons, comme réalité. Selon le type de particules, ou l'objet en question, les champs de force qu'ils génèrent, sont dénommés de différentes manières. Par exemple, les planètes,
les étoiles et les galaxies génèrent un type de force dénommée force de gravité. Les atomes génèrent un type de force dénommée force électromagnétique. Les composants du noyau atomique dénommé nucléon génèrent un type de force qui s'appelle force nucléaire forte, et finalement, la force nucléaire faible, qui affecte aux composants du noyau. Or, que ce soit un type de force ou de l'autre, toutes sont caractérisées par les trois qualités fondamentales mentionnées antérieurement. Comme elles sont la longueur d'onde, la fréquence et l'intensité du champ de force. Comme nous avons déjà vu, la longueur d'onde dépend de la fréquence de la particule ou de l'objet en question, c'est-à-dire de sa vitesse de rotation. Or, la longueur d'onde ne tient pas compte des facteurs comme la quantité d'éléments qui peuvent constituer les deux objets. Simplement augmente ou diminue, de manière inversement proportionnelle à la fréquence générée par les dits objets. Cependant, l'intensité du champ de force en tient compte de plus de choses. Par exemple, supposons deux objets comme peuvent être notre planète la Terre et la planète Mars. Les deux planètes ont une vitesse de rotation très similaire, puisque les deux effectuent un tour sur eux-mêmes, chaque 24 heures à peu près. Cependant, et bien qu'ils tournent pratiquement à la même vitesse, le champ gravitatoire de la Terre est plus intense que celui-là de la planète Mars. En somme, l'accélération du champ gravitatoire à la Terre est de 9,8 mètres par seconde carré, alors que sur la planète Mars est de 3,71 mètres par seconde carré. C'est-à-dire que sur la planète Mars, les objets pèsent à peu près la troisième partie que sur la Terre. De même, la densité de la Terre est de 5,51 g par centimètre cube, alors que sur la planète Mars est de 3,94 g par centimètre cube. Et d'un autre côté, la masse de la planète Mars représente 11% de la masse de la Terre. Pouvant être observé que la fréquence, ou la vitesse de rotation d'un objet, n'est pas déterminante à l'heure de calculer la force de son champ d'attraction, mais il y a plus de caractéristiques à tenir en compte. Comme la masse, qui peut se représenter comme la somme des masses de tous et chacun des éléments qui constituent le dit objet. Sa densité, qui serait représentée par le type d'élément qui le compose, ainsi que par sa structure, sa chaleur spécifique, et par sa température. En dépendant de la fréquence d'un objet, la taille de la structure générée sera plus grande ou plus petite. De façon à ce qu'à une plus grande fréquence, plus petites seront les structures créées, et vice-versa. Cela signifie que les particules plus petites, ce sont celles qui créent les plus petites structures. L'explication est simple, les plus petits objets, ce sont ceux qui génèrent de plus hautes fréquences, et donc, la longueur d'onde, ou ce qui est le même, l'amplitude du champ de force généré par les dits objets, est plus petit. Parce que les structures qui peuvent arriver à créer, seront plus petites que des autres, qui génèrent de plus basses fréquences. L'amplitude d'un champ de force, c'est l'une des caractéristiques les plus importantes, qui nous permettront de comprendre le mécanisme d'attraction entre les objets, et entre les particules. Puisque la dite amplitude, nous dit exactement quelle est la portée du champ de force. Parce qu'un objet ou une particule, il peut seulement attirer à d'autres objets ou particules, si ceux-ci se trouvent à l'intérieur de ses respectifs champs de force. Par exemple, supposons une particule avec une longueur d'onde d'1 millimètre. Alors, la dite particule pourra seulement attirer à d'autres particules qui se trouvent autour d'elle, si celle-ci se trouve à moins d'1 millimètre d'elle. Étant donné que c'est la portée de son champ de force. Dans le cas de la Terre, sa longueur d'onde est de 25 920 millions de kilomètres. Parce qu'elle pourra seulement attirer aux objets, qui se trouvent à l'intérieur de cette distance. Pouvant être observés, étant donné l'amplitude des champs respectifs de force, que les structures gravitationnelles, ce sont celles qui peuvent arriver à atteindre une plus grande taille dans l'univers. D'un autre côté, les champs de force générés par les objets et les particules, ont beaucoup à voir avec la fréquence de l'objet ou de la particule en question. Pouvant être observé, que la force avec laquelle attire un objet ou une particule à l'autre, est plus grande, combien plus grande elle est la fréquence générée. Et comme les éléments qui génèrent une plus grande fréquence, ce sont les atomes et les particules subatomiques, seront ceux-ci qui génèrent les champs des forces plus fortes, et par conséquent, les plus fortes structures.
C'est-à-dire que les grands objets n'ont pas besoin de générer de très hautes fréquences afin de créer un champ de force, car ils peuvent compenser le manque de fréquence au moyen de sa grande masse. À la différence des atomes et des particules subatomiques, qui ont besoin de générer de très hautes fréquences pour pouvoir créer un champ de force, étant donné sa masse réduite. Le temps. Après des siècles d'études, de réflexions et des calculs de toutes sortes, en essayant de déchiffrer le sens du temps, ainsi que sa mécanique et structure, nous pouvons dire que d'un point de vue philosophique et physique, il n'y a aucune explication faisable sur ce qui est le temps, et comment il fonctionne. L'opinion des philosophes consiste en ce que, comme phénomène physique réel, le temps n'existe pas. En étant seule une perception de l'esprit conscient, des changements, ou des mouvements de la réalité. Le mouvement est l'âme de l'univers. C'est ce qui donne un sens à l'existence, à la réalité de l'univers, à notre réalité. Parce que la réalité est faite de mouvements. Tout doit se mouvoir, depuis le plus petit au plus grand. Mais le mouvement n'a pas été créé pour donner un sens au temps. Il n'a pas été conçu pour que le temps puisse exister. Le mouvement a été créé pour donner un support à la réalité. Pour que l'univers et nous pourrions exister. Peut-être quelqu'un peut penser que le temps est quelque chose de réel, quelque chose qui affecte l'univers entier. Mais en réalité, le temps n'existe que sur la surface d'une planète, perdue dans les confins de l'univers, appelée la Terre. Où habite un être qui a la sensation subjective du passage du temps, et qui s'occupe à le mesurer et à le contrôler. Parce que le temps passe rien que pour l'être humain, et tout ce qu'il y a à voir avec lui, étant donné que le temps seulement a un sens pour celui qui le sent passer. Pour celui qui a pris conscience du passage du temps. Le reste de l'univers est étranger au passage du temps. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons quand nous mesurons le temps? Ce qu'en réalité nous faisons, c'est de mesurer la rapidité avec laquelle les changements se sont produits, dans une expérience ou un événement déterminé. Et le mouvement nous montrera la direction de ces changements. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons dire quand nous parlons de la rapidité à laquelle les changements se produisent? Supposons un événement où nous observons une voiture de course, lancée à toute vitesse à la ligne d'arrivée. Maintenant, imaginez que vous êtes juste en face du directeur de course, qui agite le drapeau à damier annonçant l'arrivée du vainqueur. De même, vous vous trouvez avec un chronomètre à la main, en mesurant le temps de durée de la course. Comme nous pouvons observer, un événement n'est pas un fait isolé, mais peut être décomposé en une série de plus petits événements, que nous appellerons micro-événements. Lesquels font partie inséparable de l'événement dans sa totalité. Supposons maintenant qu'il y a une caméra de télévision, qui a enregistré toute la scène. Tant à la voiture en passant pour la ligne d'arrivée, au directeur de course en agitant le drapeau, et à vous avec le chronomètre à la main. Comme peut-on observer, les changements dans notre événement se produisent avec une rapidité déterminée. La voiture change de position sur la route avec une rapidité déterminée, le drapeau du directeur de course change de position dans l'air avec une rapidité déterminée, et les aiguilles du chronomètre changent de position avec une rapidité déterminée. Si nous passons maintenant le film enregistré au ralenti, nous pouvons observer que la rapidité avec laquelle les changements se produisent, dans l'événement dans son ensemble, et donc, dans chacun des micro-événements, a changé. Puisque maintenant ils se produisent plus lentement. C'est pourquoi, lorsque nous nous référons à la rapidité avec laquelle les changements se produisent dans un événement, nous nous référons à la rapidité avec laquelle les changements se produisent dans tous les micro-événements, qui donnent un sens, et font partie inséparable du dit événement. Or, que nous ayons utilisé l'exemple de la caméra pour illustrer cette explication, ne signifie pas que cette situation ne soit pas possible. Puisque la rapidité avec laquelle les changements se produisent dans un événement n'est pas une grandeur constante, mais il peut varier en dépendant de quelles sont ses caractéristiques à un moment donné. C'est-à-dire que si nous modifions n'importe quelle de ces qualités fondamentales, nous modifierons la rapidité avec laquelle les changements se produisent dans une expérience ou un événement déterminé. C'est par cela que nous disons que le temps est un concept relatif, parce que dépendant de la situation de l'observateur qui contemple un événement, comme des facteurs relatifs au dit événement.
comme cela peut être sa vitesse, sa température, son densité, sa masse, etc. Cependant, la rapidité avec laquelle les changements se produisent dans un événement n'est pas la même si nous varions l'un des 10 facteurs que si nous varions l'autre. C'est-à-dire qu'il n'est pas la même chose varier la vitesse d'un objet que sa température. Étant donné que le dit objet ne réagit pas de manière égale aux deux stimuli, puisque chacune de ces stimuli affectera de différentes manières à ses particules composantes. Ce qui affectera la rapidité avec laquelle les changements se produisent dans le dit objet, qui sera différent dans un cas ou l'autre. Mais la rapidité avec laquelle un événement se produit n'est pas la chose unique qui change quand nous varions les caractéristiques du dit événement. Mais elle varie aussi la façon dans laquelle les dits changements se produisent. Il ne nous reste plus qu'à dire que la rapidité relative d'un événement est liée à la fréquence relative de ses particules composantes. De façon à ce qu'à une plus grande fréquence, plus rapide se produisent les changements qui affectent dit événement. Et au contraire, à une moindre fréquence, plus lents se produisent les dits changements. Plus tard nous entrerons dans les détails à ce sujet. Vitesse. Quand nous parlons de la vitesse, nous nous referons à tout mouvement réalisé par un objet ou particule à travers de l'espace. Soit déjà un mouvement linéaire, circulaire ou accéléré. Ce qui n'est pas la même chose que parler de la rapidité avec laquelle un événement se produit. De la même façon qu'il ne serait pas le même parler d'un événement qui s'est produit dans un laboratoire d'une université, que de le même événement qui s'est produit dans un laboratoire, situé dans un vaisseau qui se déplace à 280 000 km par seconde, à travers de l'espace, comme il est évident. Le mouvement est quelque chose d'inhérent à l'univers, aux objets que celui-ci contient, et naturellement, à ses particules composantes. Et tout est relié. Puisque le mouvement de ces particules composantes, ou ce qui est la même chose, la fréquence relative de les mêmes, est sensible au changement de vitesse qu'un objet peut réaliser en se déplaçant à travers de l'espace. Étant donné que tout objet contenu dans l'univers possède certaines informations spatio-temporelles qui varient avec la vitesse. D'avance, nous avons parlé des micro-événements qui font partie inséparable d'un événement. Où nous avions décomposé un événement dans d'autres plus petits, auxquels nous avions appelé micro-événements. Mais si nous nous rendons compte, les dits micro-événements peuvent continuer de se décomposer dans d'autres encore plus petits. De façon à ce que nous pourrions toujours décomposer un micro-événement dans d'autres plus petits, jusqu'à arriver aux plus petits micro-événements, qui peuvent se produire dans tout l'univers. C'est-à-dire, les particules élémentaires, qui font partie inséparable de l'événement dans sa totalité. Cela veut dire que la rapidité avec laquelle les changements se produisent dans un événement est directement liée avec la fréquence relative de ces particules élémentaires, et avec la vitesse à laquelle celles-ci se déplacent à travers de l'espace. De façon à ce que si nous accélérons un vaisseau spatial jusqu'à une vitesse proche de la lumière, la fréquence de ces particules élémentaires diminuerait, et donc, la rapidité relative avec laquelle se produira un événement dans son intérieur, diminuerait également. Comme déjà vous l'aurez remarqué, nous parlons de la dilatation temporelle exprimée dans la théorie de la relativité d'Einstein. Mais avec une exception. Cette théorie ne parle que de la dilatation temporelle, et ici, nous parlons de la dilatation spatio-temporelle. Quelque chose qui affecte non seulement à l'état temporel d'un événement, mais affecte aussi à son volume spatio-temporel. Or, qu'est-ce qui est ça du volume spatio-temporel ? Observons avec attention la façon sur laquelle la vitesse influe sur la fréquence relative des particules élémentaires qui font partie d'un événement. Comme peut-on l'observer, la vitesse affecte à la fréquence des dites particules. Et à son tour, la dite fréquence affecte à la rapidité relative avec laquelle se produit un événement. Maintenant que la fréquence des particules élémentaires non affecte seulement à la rapidité relative avec laquelle se produit un événement, mais affecte aussi à l'espace relatif, qui occupe le dit événement dans sa totalité. Étant donné que toute fréquence est inéluctablement associée à un champ de force. Ce qu'il veut dire, que si par exemple nous augmentons la vitesse d'un vaisseau à travers de l'espace, nous diminuerons non seulement la fréquence de ses particules composantes,
mais nous diminuerons aussi la force que génèrent les champs respectifs de force, générés par toutes et chacune des particules élémentaires, qui font partie du dit vaisseau. Et qu'est-ce qui passe si nous diminuons la force avec laquelle s'attirent entre elles? Puisque la distance qui sépare ces particules augmentera, étant donné que la force avec laquelle s'attirent entre elles est moindre. Ce qui affectera à la taille relative de l'atome qui augmentera. Qu'à son tour répercutera sur la taille relative du vaisseau spatial, qui augmentera de taille. Bien que la dite augmentation de taille ne puisse pas être perçue à l'œil nu. Puisque même les êtres qui voyagent dans son intérieur auront également augmenté de taille, et dans une proportion égale. Maintenant, imaginez un être humain avec une taille 2 fois supérieure au normal. Il aura un cœur 2 fois plus grand, qui bat 2 fois plus lent. De même, nous pouvons observer qu'après avoir augmenté la taille relative d'un objet, sa masse relative augmentera aussi. Et comme l'énergie d'un objet est proportionnelle à sa masse et à sa vitesse, aussi le fera son niveau d'énergie. C'est par cela que nous disons que la masse et l'énergie augmentent quand nous augmentons la vitesse d'un objet, dû à que la taille relative du dit objet augmente. C'est par cela que la dilatation n'est pas seulement temporelle, mais spatio-temporelle. C'est pourquoi, et en résumé, nous pouvons dire qu'à une plus grande vitesse, une moindre fréquence relative. C'est-à-dire que le mouvement des particules élémentaires est plus lent, puisqu'elles tournent à moindre vitesse. Parce que la rapidité avec laquelle les changements se produiront dans un événement va se ralentir, au contraire d'autres qui arrivent à une moindre vitesse. Masse. En principe, la masse est la qualité unique fondamentale, qui est constante à tout moment et en tout lieu. Étant donné que la masse quantifie la quantité de matière qui contient un corps, qui est invariable. Bien que selon la physique la plus stricte, la masse est définie comme le coefficient d'inertie d'un corps. En plus, la masse est indépendante de l'intensité des champs gravitationnels, ainsi que de tout autre effet. En principe nous dirons aussi, et comme ainsi l'affirme la science moderne, la masse est une propriété intrinsèque des corps. Mais comme nous verrons dans de futurs documentaires, cette affirmation n'est pas correcte. De même, la masse représente l'inertie ou la résistance d'un corps à l'accélération. En contrepartie, le poids d'un corps n'est pas une propriété intrinsèque de lui-même, puisqu'il dépend, tant de l'intensité du champ gravitationnel qui affecte dit corps, comme de la masse de lui-même. Cependant, si nous nous introduisons dans les méandres de la relativité, existe ce qui s'appelle masse relativiste, qui est définie comme la grandeur qui mesure le contenu d'énergie totale de n'importe quel système physique, et dont la valeur varie avec la vitesse. En entrant pleinement dans la relation d'équivalence entre la masse et l'énergie. De sorte que la masse relativiste d'un système est directement proportionnelle à son énergie et à sa vitesse, et comme l'énergie d'un corps peut changer, la valeur de sa masse sera alors déterminée à chaque instant, par son contenu d'énergie. C'est pourquoi, à une plus grande énergie, plus grande elle sera sa masse relativiste. Bien que si la masse est définie, comme le coefficient d'inertie d'un corps, nous devrions commencer à nous demander si la masse d'un corps est quelque chose de réel. Quelque chose qui a une existence par elle-même. Étant donné que l'inertie ne représente pas à la matière, mais il représente une force. Puisque si nous prenons la définition de l'inertie, comme la résistance qui offre tout objet à être accéléré, nous pouvons voir que la dite résistance peut être causée tant pour un objet, comme pour une force. Par conséquent, le plus adéquat serait de dire que la masse est une condensation de force. Ou plutôt, la masse d'un corps c'est la somme des champs de force générés par tous et chacun des objets dynamiques qui contient le dit corps. Et qui dit masse, dit matière. C'est-à-dire que la matière n'est pas quelque chose de réel, quelque chose qui a de la consistance par elle-même. Puisque, bien que la quantité de matière d'un corps soit constante, et la masse non, les deux font référence au même. À la quantité d'éléments qui constituent un objet, et ces éléments ne sont pas d'objets, mais des condensations de forces, et ces forces ne sont pas créées pour la matière. C'est pourquoi, nous ferons une distinction entre la masse et la masse relativiste. De façon à ce que la masse d'un objet viendra définie par la quantité d'éléments qui contient le dit objet. Au contraire, la masse relativiste dépendra du contenu total d'énergie du dit objet,
qui change avec la vitesse. De façon à ce qu'à une plus grande vitesse, plus grande elle sera sa masse relativiste. Et puisque nous parlons du niveau d'énergie d'un objet, nous expliquerons la relation existante entre le niveau d'énergie et la température d'un objet. Comme vous avez pu observer, la fréquence générée par les objets dynamiques peut varier, soit déjà au moyen de la température ou la vitesse. De façon à ce que quand nous augmentons la température d'un objet, ce que nous faisons en réalité, c'est d'augmenter son niveau d'énergie. Or, qu'est-ce qui arrive quand nous augmentons la vitesse d'un objet? Puisque son niveau d'énergie augmente. Donc, toute augmentation du niveau d'énergie comportera une augmentation de vitesse dans ses particules composantes. Puisque tout niveau d'énergie est associé à une vitesse déterminée. De façon à ce que quand nous chauffons un objet, ces particules commencent à vibrer et à se mouvoir plus rapidement, précisément parce que le niveau de l'énergie que nous l'appliquons correspond à une vitesse supérieure à celle qu'ils ont dans ce moment. D'un autre côté, la masse d'un objet peut aussi augmenter, non déjà par l'effet de l'augmentation de vitesse d'un objet, mais par l'augmentation simple de l'intensité des champs de force, qui génèrent les objets dynamiques. Puisque ces objets génèrent une fréquence avec un champ de force associé, et le dit champ de force augmente, quand nous augmentons sa fréquence, quand nous augmentons l'intensité de son champ de force, quand nous diminuons sa température, ou quand nous diminuons sa vitesse de translation. De façon à ce que si augmente la force d'attraction des dits objets, attireront avec plus de force aux particules, et à la matière qui ont autour d'eux. Donc, sa masse aura tendance à augmenter, au moyen de l'accrétion de matière. Qui est précisément ce qui arrive par exemple, avec les trous noirs. Qui sont d'objets qui augmentent sa masse, grâce à sa haute fréquence, et à sa grande intensité de masse. Ce qui génère un fort et intense champ d'attraction. Inertie. L'inertie est l'un des sujets les plus intéressants dont nous allons traiter. Puisqu'il affecte de nombreux processus physiques par lesquels la matière passe le long de son existence. Maintenant que, quand nous nous référons à la matière, nous nous référons à tout objet matériel, qui n'est pas régi par les lois de la géométrie dynamique. Puisque si nous prenons aux objets, qui sont régis par ces lois de forme individuelle, nous pouvons observer qu'ils n'obéissent pas les lois de l'inertie. Mais qu'est-ce qui veut dire cela? Puisque les quantums d'énergie, les nucléons, les atomes, les planètes, les étoiles et les galaxies, prises individuellement, c'est-à-dire un par un, n'obéissent pas aux dites lois. Alors que le reste d'objets matériels, oui. L'inertie est définie comme la résistance qui offre tout objet à être accéléré. Bien qu'en réalité, ce ne soit pas la définition la plus appropriée. Une définition plus correcte serait la résistance qui offre un objet à varier, n'importe laquelle de ses qualités fondamentales. Étant donné que tout changement dans un objet a besoin d'un certain effort ou d'énergie pour pouvoir le faire. Mais, réellement un objet offre-t-il une résistance à être accéléré, ou à varier n'importe laquelle de ses qualités fondamentales? Affirmer cela, ce serait comme dire qu'un corps fait quelque effort pour empêcher qu'il ou vous produise un changement dans le même. Étant donné que la dite résistance, ce n'est pas une qualité intrinsèque des objets. Puisque ce serait comme dire que l'une des tâches des objets est d'offrir de la résistance. Et les objets, par définition, ce sont inertes. C'est-à-dire qu'ils n'exercent pas d'action. Parce qu'ils ne peuvent pas offrir de la résistance. C'est pourquoi, et étant donné que l'inertie affecte à n'importe laquelle des qualités d'un objet, il faudrait chercher une définition qui peut s'appliquer à n'importe laquelle d'elles. Et comme les qualités d'un objet non seul se limitent au mouvement et à la température, le plus simple est de chercher un mot neutre qui définit la modification ou l'altération de n'importe lequel des dites qualités, sans que pour cela doivent intervenir nécessairement les termes force ou résistance. Parce que nous nous inclinerons par le mot « change ». Le changement nous indique n'importe quelle modification ou altération de quelqu'une des qualités qui caractérisent un objet. De même, la rapidité avec laquelle le dit changement se produit nous indique combien d'inerte est la qualité qui est en train de modifier dans le dit objet, qu'à son tour dépendra du type d'action qui est réalisé sur le même.
Par exemple, supposons que nous réalisions une action dynamique sur un objet, et nous l'accélérons jusqu'à une certaine vitesse. Nous pouvons observer que la dite action a produit une modification de la position et de la vitesse du dit objet, avec une rapidité qui dépendra de la quantité d'énergie ou de travail appliquée dans la dite action. Supposons maintenant que nous faisons une action thermique sur un objet, et nous le chauffions jusqu'à une certaine température. Dans ce cas, nous pourrons observer que la dite action a produit une augmentation de l'énergie interne de l'objet, ainsi qu'une augmentation de la vibration et la vitesse de ses molécules composantes, avec une rapidité qui dépendra de la quantité d'énergie appliquée, ainsi que de son intensité. Comme nous voyons, différentes actions provoquent différentes réactions. Maintenant que nous pouvons observer que les deux exemples sont liés, étant donné que dans les deux s'appliquent d'actions qui génèrent des changements. Donc, nous pourrons définir l'inertie comme la rapidité avec laquelle un objet réagit devant n'importe quelle action qui produit un changement dans le même. Ou s'il est préféré, l'inertie est la différence du temps existant entre une cause déterminée et son effet. L'une des caractéristiques les plus curieuses de l'inertie, c'est ce que n'affecte pas aux qualités d'un objet de la même façon. Par exemple, l'inertie d'un objet augmentera à mesure que nous l'accélérons, et nous nous approchons à la vitesse de la lumière. Cependant, par beaucoup que nous le freinons et voulons l'arrêter dans l'espace, l'inertie n'aura pas d'effet significatif sur le même. Au contraire, l'inertie se manifestera d'une forme significative quand nous faisons descendre la température d'un objet, et nous nous approchons d'une température de zéro absolu. Cependant, par beaucoup que nous élevons la température d'un objet, à peine si elle se manifestera. Arrêtons-nous un moment sur ces deux formes de manifestation de l'inertie. Mouvement et température. Vous êtes-vous jamais demandé quelquefois pourquoi l'inertie d'un objet augmente seulement quand nous l'accélérons dans l'espace, et s'approche à la vitesse de la lumière? Pourquoi augmente quand un objet s'accélère, et non quand est freiné dans l'espace? La réponse est dans les champs gravitationnels, générés par les planètes et les étoiles, qui servent de référence à la lumière, pour qu'elle sache à quelle vitesse doit se déplacer. Parce que la lumière a besoin des points de référence, qui l'indiquent quelles sont les caractéristiques de l'espace-temps de l'espace, à travers duquel se déplace. Étant donné que l'information est basique dans notre univers. Quelque chose qui touche à tous les objets et particules que celui-ci contient. De cette forme, la lumière peut connaître quelle est sa vitesse, et l'adapter aux dites caractéristiques. Et la dite information peut seulement l'obtenir des champs gravitationnels. Imaginez pour un instant à notre planète, en se déplaçant à travers de l'espace, dans son mouvement autour du Soleil. Eh bien, vu depuis la perspective des photons, la Terre se trouve arrêtée dans l'espace, puisque les photons ne connaissent pas des vitesses relatives, mais des espaces-temps relatifs. Et la Terre crée un treillis spatio-temporel à son autour, qui se déplace avec elle à travers de l'espace. C'est comme l'atmosphère, qui se déplace avec la Terre dans son mouvement de translation, sans être affectée par sa vitesse. Seulement que dans ce cas, l'espace-temps est un treillis qui ne se voit pas, et ne peut pas être détecté directement, mais que les photons ont la capacité de le détecter. De façon à ce que depuis le moment dans lequel un photon entre dans notre champ gravitationnel, s'adaptera instantanément aux conditions de l'espace-temps du dit champ, en adaptant sa vitesse aux dites conditions. Par conséquent, ce sont les propres treillis de l'espace-temps des champs gravitationnels, ceux qui règlent la vitesse de la lumière. Étant donné que ce sont ceux qui configurent l'espace à travers duquel les photons se déplacent. Donc, quand nous freinons un objet dans l'espace, ce que nous faisons en réalité c'est d'adapter sa vitesse aux vitesses relatives des champs gravitationnels environnants. C'est pour cela que le dit objet ne subit aucun type d'altération dans ses qualités fondamentales. Au contraire, quand nous accélérons un objet à travers de l'espace, on commencera à se déplacer à travers du treillis de l'espace-temps de plus en plus rapide. Et le dit treillis, comme déjà nous avons dit, est arrêté dans l'espace. De façon à ce que si nous accélérons un objet à travers de l'espace, l'information qu'il reçoit du treillis spatio-temporel, à travers duquel se déplace, change. Étant donné que la différence de vitesse entre le treillis spatio-temporel et le dit objet augmente.
ce qui affectera directement à la fréquence des quantas d'énergie, desquels est constitué le dit objet, qui diminuera. Et comme le dit treillis règle l'espace-temps qui entoure aux planètes, non affectera seulement à l'énergie qui circule dans son intérieur, mais affectera aussi à la matière qui se trouve dans son intérieur. De telle façon que si nous accélérons un objet à travers du dit treillis, nous modifierons son espace-temps. Puisque tout, absolument tout, il est affecté par l'espace-temps. Puisque tout, il est constitué par quanta d'énergie. C'est-à-dire, des photons. Si vous vous souvenez, dans le documentaire antérieur, nous parlons du volume spatio-temporel des objets. Où nous disions que le volume spatio-temporel d'un objet dépend de la relation existante entre la vitesse à laquelle un objet se déplace et la fréquence de ses particules composantes. C'est-à-dire, les quantas d'énergie. Mais pourquoi cette relation existe-t-elle? Parce que les quantas d'énergie reçoivent information constamment du treillis de l'espace-temps qui les entoure. Et la dite information affecte directement à la fréquence des quantas d'énergie qui constituent la matière. Parce que lorsque nous accélérons un objet dans l'espace, l'information qu'il reçoit depuis le dit treillis change, perd de la force, pour ainsi dire. Ce qui, comme déjà nous avons dit, affectera directement à la fréquence des dites quantas, qui diminuera. Et comme déjà nous commentons antérieurement, l'inertie d'un objet dépendra directement de la vitesse à laquelle le dit objet se déplace à travers de l'espace. Étant donné que la dite vitesse affectera à la fréquence de ces particules élémentaires, les photons, qui diminuera. Par conséquent, le volume spatio-temporel d'un objet, ou ce qui est le même, sa taille relative, augmentera. Ce qu'à son tour, provoquera une augmentation de sa masse relativiste, et en définitive, une augmentation de son inertie. C'est par cela que nous disons qu'augmente la difficulté d'accélérer un objet à travers de l'espace, étant donné qu'en se déplaçant de plus en plus rapidement à travers du treillis de l'espace-temps, sa masse relativiste augmente, et pour cela, son inertie. De façon à ce que si nous continuons de l'accélérer, arrivera un moment dans lequel, sa taille, sa masse relativiste, et pourtant, son inertie, auront augmenté autant, qu'il sera impossible de continuer de l'accélérer.